Il y a des endroits dans le monde dont nous pensons tout savoir, et l'un d'eux est l'Égypte. Mais plus on regarde de près son histoire, plus elle devient étrange. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 secrets les plus mystérieux cachés en Égypte. Mais avant de continuer, merci de laisser un like sur cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Numéro 10, le Sérapéum de Saqqara. Il y a un endroit que la plupart des gens ne remarquent pas tout de suite. Ce n'est pas à la surface, mais sous terre. Un long endroit souterrain appelé le Sérapéum. Mais ce n'est pas pour les humains. Cet endroit a été construit pour les taureaux Apis, des animaux sacrés associés au dieu Ptah et plus tard à Osiris. Ces bovins ne sont pas ordinaires. Ils sont soigneusement sélectionnés et, de leur vivant, traités comme des dieux. Lorsqu'ils meurent, ils reçoivent des rites secrets, des funérailles dignes de rois. Mais ce qui est vraiment surprenant ici, c'est la taille des objets à l'intérieur. À l'intérieur des tunnels souterrains, il y a d'énormes sarcophages en pierre, des cercueils faits de pierres dures comme le granit. Et certains d'entre eux pèsent jusqu'à 10 tonnes. Quand tu entres dans l'endroit, ce n'est pas le design qui t'impressionne en premier, mais plutôt l'atmosphère étrange qui règne autour. On dirait que tout a été fait avec beaucoup de soin. Ce ne sont pas les petits cercueils typiques cachés sur le côté. Ce sont d'immenses sarcophages placés dans des pièces sombres sous le désert. L'endroit a été redécouvert au XIXe siècle par l'archéologue français Auguste Mariette. Il a suivi la rangée de sphinx à Saqqara jusqu'à ce qu'il découvre ce complexe caché. Et c'est important car pendant très longtemps, l'endroit a littéralement été englouti sous le sable, enfoui, caché, comme si on avait vraiment voulu qu'il ne soit pas découvert. Mais lorsqu'il a été redécouvert, cela a révélé une facette singulière de l'histoire de l'Égypte. Imagine l'un des endroits les plus mystérieux du pays. Ce n'était pas pour les pharaons, mais pour les vaches. Et plus on l'étudie, plus cela devient intéressant. Parce que le taureau Apis n'est pas choisi au hasard, les prêtres recherchaient des marques spécifiques pour déclarer qu'un animal était divin. Une fois choisi, il reçoit une vie spéciale. Et lorsque la vache meurt, elle reçoit des funérailles particulières. Et c'est ce qui donne une sensation particulière à cet endroit. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on sait à quoi cela servait. Mais la façon dont cela a été fait est inattendue. Tu entres en pensant que ce n'est qu'une tombe ordinaire. Mais ce que tu verras, c'est un monde sombre sous terre, rempli d'immenses cercueils pour les animaux considérés comme des dieux vivants. Numéro 9, les cryptes secrètes du complexe du temple de Dendera. Le temple d'Hathor à Dendera est déjà impressionnant rien qu'à l'extérieur. Mais son véritable secret, tu ne le verras pas tout de suite. Il est caché en dessous. Sous la structure principale, il y a de petites pièces souterraines étroites. On les appelle des cryptes. C'est ici que l'on plaçait les objets sacrés et les équipements utilisés lors des rituels. Ce n'était pas ouvert à tout le monde à l'époque. Beaucoup de visiteurs ne réalisent pas tout de suite qu'il existe une telle partie dans le temple. On le remarque immédiatement. L'ambiance est différente. C'est étroit, silencieux. Et c'est comme si chaque mur cachait une histoire. Contrairement aux grandes salles du temple, ces endroits semblent vraiment faits pour être cachés. Sur les gravures, on peut voir différents dieux, des objets rituels et des symboles liés à la religion de l'Égypte ancienne. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que certaines images ici ont conduit à des interprétations erronées de nos jours. Il y a une gravure que certains désignent souvent comme preuve d'une technologie ancienne. Ils disent que cela ressemble à une ampoule. Mais selon les égyptologues, cela n'a rien à voir avec la technologie. Ce n'est qu'un symbole. Cela concerne la création, des histoires et des rituels. Mais même si l'explication est fausse, une chose est claire. L'apparence de ces images est très différente de ce à quoi la plupart des gens s'attendent. C'est comme si le temple avait deux vies. À la surface, il y a les grandes colonnes, le design grandiose, ce à quoi on s'attend normalement en Égypte. Mais en dessous, il y en a un autre monde, plus silencieux, plus secret. Ici, tu sens que le temple n'est pas seulement là pour être vu, mais qu'il y a des zones réservées à certains. À l'époque, ce n'était pas ouvert au public. C'était pour les prêtres, pour les rituels, pour le système interne du temple. Et comme l'espace est plus petit, les sculptures donnent une impression plus personnelle et plus singulière. La plupart de ce que nous voyons aujourd'hui dans le temple date de la période ptolémaïque et de la période romaine en Égypte. Cela ne vient pas de la période la plus ancienne de l'Égypte, mais cela fait partie d'une période plus tardive de leur histoire.
Car même si les époques et les dirigeants ont changé, la tradition s'est poursuivie. Ce n'est pas simplement un vieux temple. C'est un système plus développé, qui continue même si le monde autour de lui change. Numéro 8, la vallée des momies d'or. Dans une région reculée du désert occidental d'Égypte, à l'oasis de Baharia, les archéologues ont fait une découverte vraiment exceptionnelle. On l'a appelée la vallée des momies d'or, une immense nécropole datant de l'époque gréco-romaine de l'Égypte. Et les momies qui s'y trouvent ne sont pas ordinaires. Nombreuses sont ornées d'or, portent des masques peints et ont des bandelettes plus élaborées. C'est une nécropole située au milieu du désert, loin des endroits habituellement fréquentés par les touristes. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est leur nombre. Au début, Peel pensait mais qu'ils ne trouveraient vraiment que quelques momies. Mais plus ils creusaient, plus ils en découvraient. Et ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une immense nécropole, un cimetière entier d'une communauté, pouvant contenir des centaines de tombes, voire plus. Vous ne regardez plus seulement une chambre secrète, mais tout un monde caché sous le sable. Et comme cela date de la dernière période de l'Égypte, les momies ont aussi une apparence différente. Ce n'est pas le style égyptien classique auquel la plupart des gens s'attendent. Il y a plus d'influences d'autres cultures qui se manifestent. Même dans la mort, on voit que le style d'un groupe de personnes peut aussi changer. Il y a une sensation étrange dans la vallée des momies d'or. Ce n'est pas seulement à cause du nombre de momies, mais aussi parce que cela montre que l'Égypte est bien plus vaste que les histoires auxquelles nous sommes habitués. Ce n'est pas au bord du Nil. C'est dans une oasis au milieu du désert. Et cela appartient à une période plus tardive de l'histoire de l'Égypte. C'est pourquoi souvent, cela ne reçoit pas autant d'attention que l'époque des pyramides. Mais si tu regardes toi-même l'endroit, c'est l'une des découvertes les plus visibles et les plus faciles à retenir de notre époque. Et il y a une autre chose importante que ce lieu montre. L'Égypte ne s'est pas arrêtée après l'époque des premiers pharaons et des grandes pyramides. Elle a continué, elle a évolué, elle est devenue de plus en plus complexe avec le temps. Le cimetière de Baharia est la preuve qu'il existait de véritables communautés, avec leurs propres traditions et leur propre façon d'enterrer leurs morts, qui sont restés cachés sous le sable pendant des siècles. Abydos est l'un des lieux les plus sacrés de l'Égypte ancienne. Il est étroitement lié au dieu Osiris, le dieu des morts. Mais il y a une partie ici qui intrigue encore plus. Derrière le temple de Séti Ier, il y a une structure presque cachée qui semble bien plus ancienne qu'on ne le pense. C'est l'Osiréon, un endroit souterrain fait de pierres énormes, avec une sorte d'île au centre entourée de canaux d'eau. Quand tu vois ça, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est que c'est différent du reste du temple. Ça paraît plus massif, plus sérieux. C'est comme s'il y avait un autre monde caché derrière un temple bien ordonné et élégant. La plupart du temps, on l'associe à Séti, et on pense que c'est un tombeau symbolique ou un lieu de rituel pour Osiris. Ce n'est pas fait par hasard. Il y a une histoire derrière cela. La taille des pierres, l'emplacement qui est partiellement sous terre, et l'eau qui s'accumule souvent à l'intérieur. À cause de son apparence, beaucoup pensent qu'il est encore plus ancien que les autres structures égyptiennes. Et c'est là que commencent les différentes théories. Mais même sans ces théories, la véritable histoire suffit à rendre cet endroit intéressant. Abydos est le centre du culte d'Osiris, l'un des dieux les plus importants d'Égypte. Il est donc normal qu'il y ait une telle structure, sombre, lourd et ressemblant à une tombe reliée à cet endroit. Les historiens en savent aussi quelque chose. Ils savent tout cela se situe dans l'histoire et la religion d'Abydos, mais même avec une explication, cela ne devient pas pour autant ordinaire. L'Osiréon est comme l'un de ces endroits en Égypte qu'il ne faut pas seulement comprendre, mais aussi ressentir. Ce n'est pas le genre d'endroit que tu peux simplement regarder et comprendre tout de suite. Il faut le vivre. La partie plate au centre, l'eau autour, les énormes pierres, et son emplacement derrière un temple immense. Tout cela crée une sensation étrange qu'il est difficile d'oublier. Et c'est aussi différent des autres sites célèbres d'Égypte. Car même si Abydos est connu, la plupart des gens ne connaissent que le temple de Séti Ier, surtout à cause de sa beauté et de la célèbre liste des rois. Mais cet Osiréon à l'arrière, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe. Et une fois que tu l'as vu, il est difficile de l'oublier, tu as l'impression qu'il y a une partie cachée de l'Égypte qui n'est pas immédiatement révélée. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'est pas célèbre, mais parce qu'il semble appartenir à une partie plus silencieuse, plus sombre de leur structure sacrée. Numéro 6. Tony Héracléon, la ville engloutie.
Ce nom semble être à mi-chemin entre l'histoire et la légende. Il est mentionné dans des écrits anciens. La ville semble tout simplement avoir disparu. Elle est sous l'eau. Ng Abukir Bay, malapit sa Nile. C'est comme si elle était revenue. Ce n'est pas seulement un endroit en ruine. Ce ne sont pas de simples vestiges. Ce ne sont pas non plus seulement quelques statues. C'est toute une ville qui est submergée sous la mer. Il y a des temples et de grandes statues, et même des objets du quotidien. Ils sont toujours là, enfouis dans la boue depuis plus de 1000 ans. Cela révèle une autre facette de l'Égypte, pas seulement un désert. Souvent, quand on pense à l'Égypte, on pense tout de suite au sable. Mais ici, c'est différent. Il y a de l'eau sombre et de la boue, et d'énormes statues qui ont été extraites du fond de la mer. Cette ville était très importante autrefois. C'était un port principal, bien avant qu'Alexandrie ne devienne célèbre. Ce n'est donc pas surprenant qu'on ait trouvé tant de choses ici. Ce n'était pas un simple village ou un petit sanctuaire. C'était une porte d'entrée de l'Égypte vers le monde méditerranéen. C'est ici que se concentraient commerce, religion et administration. En raison des mouvements du sol et des conditions instables du delta, il a peu à peu sombré. Ce n'est pas un mystère qui l'a fait disparaître. La science a une explication. C'est une toute autre impression quand tu vois ce qu'ils y ont découvert. Waouh! Bateaux, pièces et encre. Cela montre une ville qui n'a pas simplement été abandonnée, mais qui semble avoir soudainement disparu, directement sous la mer. Le labyrinthe perdu, c'est bien celui qu'on appelle le labyrinthe de Hawara. Il se trouve près de la pyramide d'Amenemhat III dans la région du Fayoum. Et d'après les anciens récits, ce n'est pas un bâtiment ordinaire, il est immense. Même les anciens écrivains semblaient avoir du mal à expliquer à quel point c'était impressionnant, Hérodote lui-même en a écrit. Et selon lui, c'était un endroit immense, rempli de centaines de pièces et de couloirs. Un lieu désordonné, comme un véritable labyrinthe. Et certains ont même dit que c'était encore plus impressionnant que les pyramides. Mais voici le problème, cela n'existe plus aujourd'hui. Il ne reste presque rien à la surface de la Terre. Avec le temps, ces pierres ont été prises et utilisées pour d'autres constructions. Donc, si tu vas sur place aujourd'hui, tu ne ressentiras pas tout de suite à quel point c'était magnifique autrefois. Parce que ce labyrinthe ressemble au fantôme d'une structure immense. On sait qu'il y avait autrefois quelque chose de vraiment gigantesque ici. Il y a des preuves, des écrits et des traces. Mais le bâtiment lui-même, il n'en reste presque rien. Et à cause de cela, une grande question demeure. C'est un mystère dont on parle encore aujourd'hui. Même le mot labyrinthe a vu son sens s'élargir à différents types de labyrinthes, différentes cultures, comme symbole d'un système complexe et chaotique. Et tout cela a commencé avec cette histoire en Égypte. Cela devient encore plus intéressant parce que cela vient de l'Égypte du Moyen Empire. Une époque qui est souvent moins remarquée par rapport à l'âge des pyramides ou au Nouvel Empire. Mais il est clair que les rois de cette époque prenaient dans la construction très au sérieux. Cela signifie que les merveilles disparues de l'Égypte ne proviennent pas seulement de sa période la plus célèbre. Il y en a d'autres qui ont complètement disparu de la vue. Numéro 4. Le Wadi al-Jarf, le port caché qui a changé l'histoire des pyramides. Quand on pense à l'Égypte, on imagine souvent des pyramides, des temples, des tombeaux et le désert. Mais on pense rarement que son histoire est aussi liée à la mer. Et c'est là qu'intervient Wadi al-Jarf, un site sur la côte de la mer Rouge qui a apporté un nouveau regard sur l'Égypte. Ils ne construisirent pas seulement des monuments, mais possédaient aussi un système organisé pour les voyages et la navigation. Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, cet endroit était un port utilisé vers 2600 avant notre ère à l'époque de Khufu, le même pharaon qui a fait construire la Grande Pyramide. On peut y voir une structure en forme de L qui s'étend jusque dans l'eau. Plus les chercheurs étudient l'endroit, plus ils font de découvertes. Il y a des tunnels creusés dans la colline rocheuse, de grandes ancres en pierre, des récipients portant des inscriptions et des traces de rapports de gestion. Ce n'est pas un simple port. C'est un système organisé qui montre comment l'économie et les projets de l'Égypte fonctionnaient à l'époque. Et c'est là que notre perspective change. Ils ne faisaient pas que tailler de grandes pierres, c'était aussi un groupe organisé de personnes capables de planifier, de transporter et de gérer de grands projets. En étudiant plus en profondeur le Wadi al-Jarf, l'endroit devient encore plus intéressant. Selon les archéologues, beaucoup des jarres et des objets trouvés sur place concernent l'amortissement. Les ancres ici portent des inscriptions. Selon les archéologues, beaucoup des jarres et des ancres trouvées ici portent des inscriptions gravées. Il ne s'agit pas seulement d'objets, mais d'un système avec des archives.
Et les passages souterrains ont utilisé de grands blocs de calcaire lorsque le port n'était pas utilisé. Donc si tu y réfléchis, ce n'est pas simplement cassé. C'est comme une machine qui fonctionne selon la saison. Il y a des moments où c'est calme, fermé, sans mouvement. Puis quand c'est nécessaire, on ouvre les galeries, on prépare les bateaux, on organise les provisions, et tout à coup, tout l'endroit prend vie. Et c'est là que tu verras l'autre facette de l'Égypte ancienne. Ce n'est pas seulement une question de grands monuments. Wadi el-Jarf montre que la même civilisation capable de construire la grande pyramide de Gizeh pouvait aussi gérer une opération côtière organisée. Selon les études, il y a de nombreuses galeries, ancres et bâtiments sur le site. Cela montre que de nombreuses personnes ont travaillé ici. Il y a même un bâtiment qui aurait pu loger des centaines d'ouvriers. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un port construit au hasard, c'était planifié. Et à cause de cela, notre vision de l'Égypte change. Ce n'est plus seulement une collection de monuments isolés. C'est comme un vaste système relié par des personnes, du travail et des mouvements organisés. Mais ce qui a vraiment changé l'histoire de cet endroit, c'est la découverte faite en 2013. Sur le même site, les archéologues ont trouvé de vieux papyrus, des documents anciens. Cela inclut des lettres d'un fonctionnaire appelé Merer, et ces documents sont les plus anciens papyrus écrits jamais découverts à ce jour. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, c'est un véritable document d'archives. Dans les lettres de Merer, il raconte en détail leur travail quotidien à l'époque de Khéops. Il décrit comment ils transportaient le calcaire, de la carrière jusqu'au plateau de Gizeh. Ils passaient par des voies d'eau reliées au complexe des pyramides. Et c'est ici que l'expérience devient unique. D'habitude, l'ancien empire semble lointain, comme silencieusement caché derrière la pierre. Mais ici, c'est comme si tu pouvais les entendre. Tu peux voir la vie quotidienne, le travail, le temps et la nourriture. Ce n'est plus flou. Ce ne sont plus seulement des monuments. C'est comme si c'était vivant. Dans les archives, il y a un groupe composé de presque 40 personnes. Ils transportent des pierres, se déplacent le long des voies d'eau et aident à l'entretien des projets du roi. Il y a aussi des indices concernant leur nourriture, des récompenses et des liens avec le pouvoir royal. Et c'est ce que les pyramides ne peuvent pas montrer, les actions des gens. Tu peux imaginer les gens qui vont et viennent, portent des pierres, dorment entre les tâches et s'entraident pour faire avancer un projet plus vaste. Parce que parfois, à cause de la taille et la renommée des pyramides, elles deviennent presque abstraites, mais Wadi al-Jarf les ramène à la réalité. Cela montre les personnes, le système, le plan et les difficultés derrière tout cela, et aussi la façade maritime de l'Égypte auquel on ne pense pas souvent. Il y a un autre détail particulier à cet endroit, c'est l'emplacement lui-même. C'est situé sur la côte de la mer Rouge, un endroit calme et assez isolé. Les tunnels ont été creusés sur le flanc de la montagne. Ensuite, après avoir été fermés et scellés, les papyrus ont été retrouvés près des blocs de calcaire utilisés pour fermer les tunnels. Et certains d'entre eux ont survécu non pas grâce à des conditions parfaites, mais parce qu'ils ont changé de position et n'ont pas complètement pourri dans l'eau. Et grâce à cela, nous avons eu une occasion rare de voir une partie de l'histoire qui est souvent perdue. Pas les rois, pas les monuments, mais les gens qui travaillaient derrière tout cela. Parfois, ce sont les petits accidents de conservation qui fournissent les informations les plus précieuses en archéologie. Pendant plus de 4500 ans, les lettres d'un groupe d'ouvriers sont restées cachées près d'un port secret sur la mer Rouge. Ce n'est pas comme les autres découvertes égyptiennes, où l'on ne trouve que de l'or ou de grandes statues. C'est un travail simple, et parce que c'est du travail, on ressent davantage son authenticité. Cet endroit montre un vaste système lié à l'exploitation du cuivre dans la péninsule du Sinaï. Et lorsque tu rassembles tout cela, soudainement l'image s'élargit. Vallée du Nil, désert, port, mer Rouge, Sinaï et les projets du roi. Tout cela est interconnecté. Et c'est là que la véritable histoire de l'Égypte devient plus remarquable. Il ne s'agit pas seulement de quelques monuments, mais d'un système entier qui fonctionne en même temps. Numéro 3, le puits d'Osiris, sous le plateau de Gizeh. Gizeh est l'un des endroits les plus célèbres au monde. Quand on en parle, on pense automatiquement à la grande pyramide de Gizeh, au grand sphinx de Gizeh et au vaste désert. Mais il y a quelque chose que presque personne ne connaît. Il y a un puits profond caché juste sous cet endroit. Ce n'est pas dans une région éloignée de l'Égypte,
mais juste sous l'un des endroits les plus célèbres du monde, le puits d'Osiris. C'est un puits qui atteint différentes profondeurs. Au fond, il y a des chambres, de grands cercueils, de l'eau et un intérieur qui ressemble à une tombe et à un rituel. Certaines personnes d'ici le savent depuis longtemps. Selon les récits de Zahi Hawass, autrefois, les habitants utilisaient l'eau à l'intérieur du puits d'une manière qui semble aujourd'hui étrange. Mais plus tard, on a commencé à l'étudier plus sérieusement. C'est un endroit qui atteint près de 30 mètres de profondeur depuis la surface du plateau de Gizeh. D'après les études, la structure comporte 3 puits verticaux et 3 niveaux. Au premier niveau, il y a une chambre, et une autre plus grande avec 6 petites autour. Et tout en bas, il y a une chambre avec un grand cercueil au centre. La partie centrale a encore été utilisée à une époque plus tardive de l'Égypte. Elle n'a pas servi qu'une seule fois. C'est un endroit qui a été découvert et réutilisé à plusieurs reprises à différentes époques. C'est comme si même les anciens Égyptiens eux-mêmes revenaient ici et redonnaient un nouveau sens à cet endroit. Ce n'est pas simplement une tombe. Un endroit utilisé à différentes époques, avec 4 anciennes colonnes en bas qui donnent une sensation encore plus mystérieuse. Tout au fond de le puits d'Osiris, tu peux voir une installation étrange. Il y a des colonnes sculptées directement dans la roche, entourant une fosse allongée. Au centre, il y a un grand cercueil en pierre. Et tout autour, de l'eau claire entoure 3 côtés. C'est comme une petite île au milieu de l'obscurité. Selon les rapports de Zahi Hawass, lorsque les fouilles ont repris, la partie la plus basse était complètement remplie d'eau. Au début, seul le couvercle du grand cercueil était visible. À mesure que l'endroit était nettoyé, on a pu le voir en entier. Un endroit au centre qui semble avoir été placé intentionnellement. Certains disent que son design ressemble à un symbole de maison dans les hiéroglyphes. Mais même si tu mets de côté toutes les théories, l'apparence même de l'endroit suffit à te faire ressentir quelque chose d'étrange. Imagine, tu descends sous Gizeh, puis tu vois des colonnes, un grand cercueil et de l'eau tout autour, le tout dans un espace sombre. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant d'histoires et de spéculations à ce sujet. Certains disent qu'il y aurait des tunnels secrets reliant le grand sphinx de Gizeh à la grande pyramide de Gizeh. Mais en réalité, il n'était pas nécessaire d'ajouter d'autres histoires. Les véritables détails sont déjà suffisants pour rendre l'histoire fascinante. Et en plus de cela, le nom Osiris Shaf ajoute encore plus de mystère. Car selon Hawass, cela pourrait être lié à Osiris, le dieu des morts. L'eau en dessous et son emplacement à Gizeh pourraient en symboliser la demeure d'Osiris. Mais même si tous les experts ne sont pas d'accord, une chose est sûre. Ce n'est pas simplement un trou dans le sol, c'est une partie d'un lieu sacré. On dirait que cela a été conçu exprès pour être en sous-sol, caché et difficile d'accès. Pourtant, cela change notre façon de voir Gizeh. Cela ne change pas l'apparence des environs. Cela ne change pas ce que nous voyons à la surface, mais cela ajoute de la profondeur à l'endroit, littéralement. Car sous le sable et la pierre, il y a un autre monde. Ce n'est pas seulement un paysage, c'est un lieu avec des couches d'histoire et des secrets en dessous. Numéro 2, les tombes royales oubliées de Tanis. 2. Les Tanis oubliées. Les tombes royales oubliées, peu de choses ont été découvertes à Tanis, c'est immense. Tombes royales, or, argent, masques, bijoux et divers objets précieux. Mais malgré cela, beaucoup de gens ne connaissent presque pas cette histoire. L'une des raisons, c'est son emplacement. Ce n'est pas dans la vallée des rois, c'est dans le delta du Nil. Et à cause de cela, l'ambiance du lieu est différente. Le sol est plus humide, plus mou. Cela ne correspond pas à l'image classique de l'Égypte comme un pays entièrement désertique. En 1939 et 1940, l'archéologue français Pierre Montet a commencé à fouiller le site. Et c'est là qu'il a découvert une nécropole royale, une véritable nécropole de rois. Cela inclut la tombe de Sousanès Ier. Selon le musée égyptien du Caire, la nécropole de Tanis est l'une des découvertes royales les plus importantes de l'époque. Ce n'est pas seulement une tombe, c'est tout un cimetière. Pendant que Montet fouillait, il faisait des découvertes successives. Il y avait des tombes cachées derrière les murs. Il y avait des entrées recouvertes de grands blocs de granit. Et derrière celles-ci, des tombes royales intactes et encore inviolées. Et c'est quelque chose de rare en Égypte. Même la tombe de Toutankhamon, célèbre dans le monde entier, avait déjà été pénétrée auparavant. Mais à Tanis, l'histoire est différente. Beaucoup de tombes étaient encore pleines et intactes, mais ce n'était pas parfait.
À cause du climat du delta du Nil, beaucoup de choses ont été endommagées. Les cercueils en bois n'ont pas bien survécu. Et c'est là que l'apparence de la découverte devient différente. Ce n'est pas comme les tombes sèches et bien conservées du désert. C'est comme un trésor déterré de la boue au fil du temps. Susanus Ier a été retrouvé à l'intérieur d'un cercueil en argent, un cercueil anthropoïde, et son masque funéraire étant considéré comme l'une des plus précieuses et magnifiques découvertes du musée égyptien du Caire. C'est pour cela qu'on l'appelle parfois le pharaon d'argent. Il n'est pas le seul. Au même endroit, on a également trouvé un étrange cercueil en argent avec une tête de faucon appartenant à Shoshenq II. Ce à quoi il pense, c'est l'or, les peintures murales et le désert aride. Mais à Tanis, l'histoire est différente. De l'argent, de la terre humide et un endroit auquel on ne s'attend pas. Bien que Tanis soit égyptienne à tout point de vue, elle vient d'une époque rarement abordée dans les documentaires. Cela fait partie de l'Égypte de la troisième période intermédiaire, une époque qui est souvent considérée comme un simple passage entre des périodes plus célèbres. Mais les découvertes faites ici montrent que ce n'est pas simplement le reflet de la splendeur ou de la puissance d'autrefois. La qualité de la fabrication est exceptionnelle. Les tombes sont bien organisées et détaillées, et le système de gouvernance est plus complexe qu'on ne le pensait. La culture des rois en Égypte était encore bien vivante à cette époque-là. Grâce à Tanis, on comprend mieux l'histoire des familles royales et la façon dont elles étaient enterrées à l'époque. En d'autres termes, Tanis est comme un chapitre caché de l'Égypte. Beaucoup pensaient sans qu'il était insignifiant, mais en réalité il est très riche, très important et impressionnant. Mais il y a un autre détail particulier dans cette histoire, le timing. Parce que lorsque Pierre Montet l'a découvert, la Seconde Guerre mondiale venait tout juste de commencer, alors qu'une grande découverte avait lieu en Égypte. Le monde, lui, était en plein chaos. Et à cause de cela, la découverte n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait. Les fouilles ont même été retardées. Imaginez, une des plus grandes découvertes en Égypte avait lieu, mais presque personne ne l'a remarqué car le monde était absorbé par la guerre. Selon les rapports, 7 tombes royales ont été découvertes à Tanis, et 3 d'entre elles étaient vraiment intactes. Mais malgré cela, cette découverte n'a pas eu la renommée qu'elle aurait dû avoir pendant de nombreuses années. C'est comme si l'histoire elle-même l'avait mise de côté. Numéro 1, la grotte des Bêtes. Elle se trouve dans une région reculée du désert, au sud-ouest de l'Égypte, un endroit très difficile d'accès. Elle est entourée par l'un des environnements les plus hostiles du monde. Il y a des milliers de dessins anciens qui, jusqu'à présent, ne sont toujours pas complètement compris. Elle se trouve à Wadi Soura, près du plateau de Gilf Kebir, et l'atmosphère du lieu donne l'impression d'être au bout du monde. Selon l'université de Cologne, il y a environ 8000 images ici. Cela inclut des créatures étranges. Des formes hybrides qui expliquent pourquoi on l'appelle la grotte des bêtes. Ces images nous éclairent sur la vie et les croyances des populations il y a plus de 8000 ans, mais elles ont un impact encore plus profond. Cela brise l'image habituelle que nous avons de l'Égypte. Quand on parle de mystère égyptien, on pense souvent à des tombes, des pyramides et des chambres cachées. Mais la grotte des bêtes est encore plus ancienne. Elle date de la préhistoire, bien avant les pharaons. Et elle est liée à une époque où le désert du Sahara n'était pas encore aussi aride qu'aujourd'hui. Les dessins qu'on trouve ici n'ont pas été faits pour des rois, ni pour de grands temples. Ils ont été réalisés par des peuples anciens pour représenter leur monde, leurs croyances et leurs expériences. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons toujours pas pleinement la signification exacte de tout cela. Et c'est ici que la liste se termine. Combien de secrets restent encore cachés en Égypte que nous ignorons toujours ?